Bonjour à tous. Comme vous le savez, et sur instruction du ministère de l'Enseignement supérieur, les universités marocaines ont décidé au cours de cette pandémie Covid-19 de s'ouvrir sur le public, le grand public évidemment, et sur les étudiants, notamment les étudiants des universités et des facultés et des instances des sciences de la santé, pour plus de communication autour du Covid-19. C'est ainsi que cette première conférence, intitulée Connaissances et attitudes sur le Covid-19, va traiter des aspects virologiques dans un premier temps, et puis des aspects cliniques et de gestion au niveau de l'hôpital dans un second temps. Pour ce faire, nous avons jugé utile et nécessaire de donner des grandes lignes de connaissances pour le grand public afin de bien pouvoir suivre la partie concernant la virologie et la prise en charge clinique. L'être humain vit depuis toujours avec des microbes. C'est ainsi que la majorité des microbes sont des microbes qui ne sont pas pathogènes pour l'homme. Ils vivent en symbiose avec l'être humain. Ils en profitent d'ailleurs les uns des autres. Certains microbes, par contre, vont devenir pathogènes à l'occasion de situations particulières. Ainsi, vous entendez parler maintenant beaucoup de l'immunité, et donc quand certaines personnes vont avoir leur immunité diminuée, certains microbes vont devenir pathogènes. On les appelle d'ailleurs les microbes opportunistes. Enfin, il existe rarement des microbes qui vont être toujours pathogènes chez l'homme. Et c'est l'exemple du Covid-19. Quand il est transmis à l'homme, il est souvent pathogène. Dans la chaîne de l'infection de toutes les maladies contagieuses et transmissibles, souvent il y aura besoin d'un agent infectieux, le cas d'aujourd'hui est le SARS-CoV-2, qui aura besoin d'un réservoir. C'est une transmission qui est interhumaine, et donc aussi bien le réservoir que l'hôte, c'est les êtres humains, donc c'est une transmission qui est transversale, avec des portes de sortie et des portes d'entrée qui souvent vont être les mêmes. C'est-à-dire si le germe sort par une porte de sortie, il va rentrer en général par la même porte de sortie. Et c'est dans ce cadre que les portes de sortie et les portes d'entrée vont jouer un rôle très important dans la prévention et des moyens de prévention de la transmission interhumaine de certains agents pathogènes, comme c'est le cas du SARS-CoV-2. Alors, dans ces maladies transmissibles et contagieuses, les voies de transmission peuvent être de deux manières et de deux sortes. La voie directe, de personne à personne, et la voie indirecte. Dans cette voie directe, j'ai mis en rouge les deux voies qui nous intéressent aujourd'hui, c'est-à-dire la transmission par des gouttelettes par voie aérienne et la transmission par les mains qui ont été contaminées. Dans la voie indirecte, il y a d'autres modes de transmission, mais cela concerne surtout ce qu'on appelle le péril hydrique et fécal et toutes les maladies transmissibles par l'eau et la contamination de l'eau. Dans le cas du Covid-19, les voies de transmission actuellement prouvées sur le plan scientifique et démontrées scientifiquement sont la voie aérienne par la projection de gouttelettes d'une personne portant le Covid, le SARS-CoV-2 à une autre personne. Et évidemment, le rôle des mains est un rôle donc proéminent actuellement, puisque c'est un mode de transmission qui, à travers le contact avec les yeux, le contact avec le nez ou le contact avec la bouche, va contribuer donc à cette contamination. Je voudrais expliquer au grand public un concept particulier qui s'appelle le phénomène de l'iceberg épidémiologique. Vous avez devant vous un grand iceberg dont une partie est émergente en blanc, une partie est sous l'eau en bleu. Eh bien, quand il s'agit de maladies transmissibles, comme c'est le cas du SARS-CoV-2, souvent la partie qui sort de l'iceberg ne représente pas beaucoup de choses. Et vous voyez que cette partie-là va souvent représenter les malades qui vont présenter des symptômes, alors que la partie qui est sous le niveau de la mer concerne souvent des personnes qui vont être porteuses de l'agent pathogène, qui vont pouvoir le transmettre
sans pour autant avoir des symptômes. Donc on parle d'iceberg épidémiologique avec des malades symptomatiques au-dessus du niveau, et donc ils vont avoir des symptômes qui permettront aux médecins d'en faire le diagnostic, souvent cliniquement, ils vont le confirmer par la suite, et des personnes qui sont pas malades cliniquement, qui sont asymptomatiques, qui sont porteuses de l'agent pathogène et qui vont nécessiter souvent donc un dépistage. Et évidemment, ce concept d'iceberg épidémiologique expliquera les prises de décision que vont prendre le ministère de la Santé ultérieurement concernant comment on fait le diagnostic d'une maladie transmissible. Vous avez entendu parler très souvent d'épidémie, de pandémie, d'endémie. Je voudrais éclaircir le grand public en rappelant des définitions très simples. Une épidémie, c'est toute maladie transmissible ou contagieuse qui va être limitée dans le temps, en espérant que cette pandémie actuelle va s'arrêter dans quelques jours ou quelques semaines, mais il n'est pas limité dans l'espace. C'est-à-dire, quand une maladie transmissible, contagieuse, touche un pays, une région, un continent, elle reste dans la définition de l'épidémie, non limitée dans l'espace, limitée dans le temps. Quand il touchera, il va déborder, comme c'est le cas du corona actuellement, il va déborder sur plusieurs continents, à ce moment-là, on va l'appeler pandémie. Donc, PAN veut dire à travers pour le monde. Donc ça, c'est pour vous permettre un petit peu de vous situer qu'est-ce que c'est une pandémie et qu'est-ce que c'est une épidémie. Alors, de toute l'existence de l'être humain, il y a toujours eu de nouvelles maladies infectieuses, comme c'est le cas du SARS-CoV-2 aujourd'hui. On parle de concept d'infection émergente. Une infection émergente, c'est une infection qui n'était pas connue à l'échelon de la planète et qui est reliée en rapport avec un agent pathogène, souvent d'origine virale, et qui du jour au lendemain va poser des problèmes de santé publique au niveau d'un pays ou au niveau de toute la planète, comme c'est le cas aujourd'hui du SARS-CoV-2. Ces infections, affections émergentes, sont connues et ils ont été plus développés actuellement du fait de la globalisation, de la mondialisation, des voyages, le rapprochement des êtres humains qui sont devenus plus faciles, et évidemment rendant la transmission beaucoup plus facilement. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, actuellement, ce qui se passe pour le SARS-CoV-2. Ces affections, aux maladies émergentes, évidemment, sont liées à l'agent pathogène. C'est certain, évidemment, il faut qu'il développe une certaine virulence, mais ils sont liés aussi, parfois on l'oublie, à l'être humain et à l'environnement. Et évidemment, si vous allez dans une région, si vous coupez les arbres, vous allez rapprocher l'être humain des moustiques. Et si vous rapprochez l'être humain des moustiques, évidemment, vous allez générer de nouvelles maladies liées à la transmission d'agents pathogènes par les moustiques vers l'être humain et la création de nouvelles maladies émergentes. L'exemple a été évidemment connu il y a quelques années, évidemment. Vous connaissez tous la mutation du virus de la grippe et surtout la grippe aviaire transmise par les oiseaux et les volailles et la grippe porcine transmise par les porcs qui ont fait l'objet d'épidémies, de pandémies il y a quelques années. Donc vous voyez que la liste des maladies émergentes et réémergentes est une liste assez longue. Et pour dire et reprendre ce que disait Charles Nicholl il y a quelques années, tant qu'il y aura des hommes, il y aura toujours de nouvelles maladies infectieuses et toujours des maladies émergentes. La preuve en est, aujourd'hui, on est avec une nouvelle maladie infectieuse émergente qui est le Covid-19. Donc l'histoire des épidémies, on l'oublie assez souvent, mais il vient nous rappeler alors de temps en temps, mais de toute la vie de l'homme, les épidémies ont toujours existé et vont continuer à exister tant que les facteurs favorisants sont toujours à notre niveau. Je voudrais pour le grand public rappeler que quand on voit les agents microbiens, il y en a qui sont liés à des bactéries, il y en a qui sont liés à des parasites, il y en a qui sont liés à des agents fongiques, mais la plupart sont liés à des agents viraux. Et donc les virus sont
sont là pour représenter le nombre le plus important, mais aussi en taille les agents les plus petits, puisqu'on a besoin de microscopie électronique souvent pour les visualiser. Donc on distingue habituellement par rapport au matériel génétique contenu chez ces virus-là, les virus à ADN, qui peuvent être enveloppés ou nus, et les virus à ARN ou RNA, et c'est dans ce groupe-là de virus ARN enveloppés qu'on va retrouver notre groupe de coronavirus, puisque le coronavirus, c'est toute une famille qui existait bien avant et dont va faire partie maintenant le SARS-CoV-2 récemment identifié lors de cette pandémie. Donc, nos coronavirus sont au nombre de 4. Ils peuvent être classés alpha, bêta, gamma en fonction des espèces. Mais disons, pour l'être humain et pour nous connaissons très bien depuis 2003 le SARS-CoV, on peut appeler SARS-CoV-1, donc, qui était à l'origine de maladies de syndrome de détresse respiratoire aiguë, en 2003, fait l'objet d'une épidémie puis d'une pandémie. Le SARS-CoV, le MERS, évidemment, connu au niveau du Moyen-Orient, notamment dans la péninsule arabique. Et puis, récemment, la nouvelle apparition, donc, du SARS-CoV-2, qui vient compléter, donc, cette famille de coronavirus. Corona veut dire couronne, et couronne, il vient d'où? Il vient des protéines qui sont donc portées sur la capsule du virus, que vous voyez ici. Et donc, ces protéines, donc, d'une part, on donne le nom de corona, donc pour la couronne, et d'autre part, il faut les connaître parce que sur le plan social, quand on va se laver les mains, quand on va mettre du savon, cette couronne-là, il y a des lipides de ce niveau-là, et donc vous savez très bien le rôle que joue le savon pour détruire très rapidement donc la membrane de ce virus. L'historique n'est pas difficile à s'en rappeler aujourd'hui pour le SARS-CoV-2 et pour le COVID-19. Pourquoi? Parce que c'est vers décembre, ça n'a pas encore bouclé l'année, que les choses vont démarrer en Asie, évidemment, au niveau de la province de Yuan en Chine, et que les choses vont aller très rapidement. Alors, les épidémiologistes qui connaissent très très bien le suivi de ces maladies infectieuses arrivent toujours à constater le survenu d'événements inhabituels. C'est ce qui s'est passé pour le COVID-19. Certains malades en Chine qui ont été dans un marché particulier vont se rendre compte très rapidement, l'un des médecins va se rendre compte très rapidement qu'ils vont présenter les mêmes symptômes. Et évidemment, partant de ce constat-là, on va chercher un agent pathogène, et c'est comme ça que le nouveau agent pathogène, le SARS-CoV-2, va être découvert. Donc c'est parti de Yuan en Chine, et puis évidemment, la progression va se faire selon le même principe de l'extension des maladies par transmission, double ici, aérienne et manuportée et aéroportée, et donc l'extension va se faire très très rapidement, à tel point évidemment qu'il va y avoir donc des cas mortels là aussi signalés assez rapidement. La découverte de l'agent pathogène, qui est le coronavirus, maintenant appelé SARS-CoV-2, et puis l'atteinte très rapide d'un certain nombre de pays au niveau des 5 continents. Plus de 160 pays ont été ainsi. Donc, il y a une contamination par les voyages, évidemment par les contacts entre les êtres humains, ce qui a amené évidemment l'Organisation mondiale de la santé à la mi-mars, vers le 11 mars, à déclarer cette maladie infectieuse émergente comme une pandémie mondiale. Alors, je voudrais attirer l'attention du grand public sur deux dénominations qu'on entend assez régulièrement quand on dit Covid-19. Ici, on fait allusion à la dénomination faite par l'Organisation mondiale de la santé qui parle de la maladie. Donc, Covid-19 renseigne sur la maladie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire la maladie c'est D, en anglais c'est disease. La maladie c'est disease provoquée par par un virus, VI, qui est de type corona et qui donc a été constaté en fin 2019. Donc c'est ça, donc Covid renvoie vers la maladie. Quand on parle de la taxonomie et de la classification des virus, comme on l'a dit tout à l'heure, il fait partie des coronavirus. Et quand on dit le SARS-CoV-2 renseigne sur le virus lui-même. Il est classé parmi les coronavirus.
il provoque des syndromes respiratoires et une insuffisance respiratoire par fibrose pulmonaire très rapide, liée évidemment au coronavirus de type 2. Donc voilà, il faut faire la différence entre les deux, ça se rejoint, mais il fallait important de le signaler. Je voudrais terminer cette simple présentation sur les rappels généraux en vous projetant ici, vous le reconnaissez évidemment, une coupe de notre peau, la peau d'un être humain, et comme vous le savez très bien, il y a une partie superficielle qu'on appelle l'épiderme, une partie un peu plus profonde qu'on va appeler le derme et l'hypoderme. Eh bien, comme vous le savez, nous ne sommes pas des germes, des êtres humains sans germes. On n'est pas des germes free, comme on dit. Et donc, si on regarde la peau de l'être humain, au niveau de l'épiderme, ben, effectivement, il existe des germes en permanence au niveau de la peau, qu'on peut enlever très, très facilement en mettant de l'eau et du savon. On appelle ça la flore microbienne transitoire. Donc, elle est au niveau de l'épiderme. Par contre, un peu plus profondément, on peut avoir aussi d'autres germes, parfois utiles, parfois pathogènes, évidemment, qu'on appelle la flore résidente. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que quand on va faire le lavage hygiénique, le lavage des mains, on peut le faire de 3 manières. Il y a le lavage chirurgical qui est réservé au bloc opératoire, qui a ses contraintes, qui a ses règles, qui a ses procédures. Et il y a 2 types de lavage qu'on pratique aujourd'hui et qu'on pratique régulièrement et qu'on doit continuer à pratiquer au cours de cette pandémie. Et le lavage hygiénique, qui fait partie, appel au savon, c'est très important. Ben, ce lavage hygiénique permet non seulement le nettoyage, il permet aussi de faire disparaître une partie de cette flore transitoire qui existe au niveau de l'épiderme. Ce que peut faire aussi le lavage antiseptique avec la solution hydroalcoolique. Et donc, nous avons à notre portée aujourd'hui aussi bien le lavage au savon qui est important, qui nettoie, c'est très important, hein, avant d'éliminer la flore transitoire. Et puis évidemment, quand on ne peut pas ou quand on est pressé ou quand on n'a pas d'autres moyens, évidemment, les frictions hydroalcooliques. Mais le lavage avec de l'eau et du savon reste la base du lavage hygiénique. Les temps du lavage d'humain, je me permets de vous les rappeler. Vous savez qu'aujourd'hui, les barrières aujourd'hui sont très claires. On doit porter les masques et les bavettes parce qu'il y a la barrière aérienne, surtout que maintenant on est en phase 2 et donc on va rencontrer de plus en plus de personnes susceptibles donc de porter le germe, et donc il faudrait donc se protéger et protéger les autres. La deuxième barrière évidemment, c'est le lavage régulier des mains, c'est très important et on n'insistera jamais assez. Et puis la troisième, c'est rester chez soi. Évidemment, le confinement fait partie des méthodes connues d'avoir montré leur efficacité dans la réduction de la transmission de l'infection virale, notamment celle du SARS-CoV-2 d'un être humain à l'homme, puisque il s'agit de transmission interhumaine. Donc, je vous rappelle les citant assez rapidement, qu'on mette du savon ou qu'on mette de la solution hydroalcoolique. Ça sera donc toucher toutes les parties qui intéressent les mains, jusqu'au poignet, et ne rien oublier, évidemment. Donc, donc la paume contre paume d'un côté comme de l'autre, c'est la première étape. Ensuite, la paume de la main droite sur le dos de la main gauche et la paume de la main gauche sur la paume de la main droite. Ensuite, la paume contre paume d'un côté comme de l'autre, mais cette fois-ci doigts entrelacés pour bien nettoyer la partie interdigitale, on dit en médecine, donc entre les doigts. Ensuite, évidemment, le dos de la main droite dans le creux de la main gauche, et ensuite le dos de la main gauche dans le creux de la main droite. Ensuite, les pouces, évidemment, il ne faut pas oublier les pouces des deux côtés. Donc, on fait un mouvement de rotation, hein, de la paume droite fermée, ensuite de la paume gauche fermée. Et enfin, évidemment, avant d'aller vers les poignets, ne pas oublier les ongles. Et donc, les doigts, le bout des doigts doivent être frottés. Bout de doigt de la main droite dans le creux de la main gauche et le bout des doigts de la main gauche dans le creux
de la main droite, permettant ainsi de toucher les principales parties de la main. Donc, il est très important donc de respecter cette procédure qui dure quelques secondes, mais doit être de manière stéréotypée, répétée de manière régulière. Donc, il est important, donc on s'est rendu compte, et j'espère que le grand public et les étudiants comprennent maintenant l'importance d'intervenir pour prévenir cette transmission au niveau des différents points que vous voyez sur cette image-là. Que vous soyez au bureau, que vous soyez dans le travail habituel, que vous soyez à l'hôpital, que vous soyez dans des situations où on va dans le public, que vous soyez dans l'accès à certaines... Évidemment, ça commence d'abord par nos habitudes. Ça, évidemment, on a compris que nos handshakes, comme disent les Asiatiques, ça s'applique maintenant dans les grandes situations. Ne l'oubliez pas, se prémunir régulièrement et surtout, évidemment, quand on porte un masque ou une bavette, ne pas porter la main sur ce masque aussi. Donc, voilà un peu les grandes lignes que je voulais donc brosser et avant de démarrer cette première séance par la virologie. Et je me permets de conclure en disant que il est important aujourd'hui de se rappeler que la mise en quarantaine, c'est pas quelque chose de nouveau que les êtres humains viennent d'inventer. La mise en quarantaine existe depuis belle lurette. Vous voyez le code international, ça date de 51. Et donc, de tous les temps, les gens étaient mis en quarantaine. Espérons que cette quarantaine nous ramènera une réduction assez importante par rapport à la transmission et permettra à l'homme de vaincre cette pandémie. Je vous remercie. Dans un petit moment, on va passer à la première séance qui sera consacrée au Covid-19, au virus lui-même, comment il fonctionne, quels sont ses modes de transmission, comment les tests rapides peuvent être réalisés, les tests classiques peuvent être réalisés. Est-ce qu'il y a des tests rapides qui vont permettre au système de santé d'en faire le diagnostic rapidement? Et puis par la suite, quelles sont les recommandations concernant le diagnostic, les signes cliniques et la façon la plus rationnelle de prendre en charge ces malades. Je vous souhaite une bonne émission. J'espère qu'il vous donnera satisfaction. Il sera suivi par 2 autres émissions dont on vous parlera prochainement. Je vous remercie. Bonjour tout le monde. Eh bien, dans cette conférence de débat consacrée aux attitudes et connaissances concernant le coronavirus, organisée par l'Université Mohammed V et ses enseignants, elle sera consacrée aux aspects virologiques. Pour cela, on a invité notre ami le professeur Hicham Omzil, qui est enseignant-chercheur en virologie à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, et qui par la même occasion exerce au niveau de l'Institut national d'hygiène, au niveau du département de virologie et du Centre national de référence pour la grippe et pour les virus respiratoires. Professeur Omzil a une grande expérience concernant les tests diagnostiques et de dépistage. Et j'ai eu l'occasion, en tant que doyen de la faculté de médecine et de pharmacie, mais aussi en tant qu'interniste et président de la Société marocaine de médecine interne, de le côtoyer lorsqu'on devait installer les centres référents au niveau des différentes régions du Maroc pour le diagnostic et le dépistage de l'infection à VIH. Professeur Omzil, bonjour. Bonjour, professeur. Si vous voulez, pour éclaircir les étudiants des universités des sciences de la santé et le citoyen, nos téléspectateurs, est-ce que vous pouvez nous parler dans un premier temps de ce coronavirus? Qu'est-ce que c'est? Quelle est son origine? Comment il fonctionne? D'accord, merci monsieur le professeur. Donc, là, par rapport au coronavirus, donc, ou le nCoV ou le SARS-CoV-2 qui est l'agent étiologique de la maladie du Covid-19, c'est un virus qui appartient à la famille des coronaviridae. Donc c'est des virus qui peuvent infecter aussi bien l'homme que l'animal. Ils doivent leur nom par rapport à leur forme. Donc ils ont une forme de couronne. Donc c'est pour ça qu'on les appelle les coronaviridae quand on fait l'observation en microscopie électronique. Ce sont pour le Covid-19, donc il est causé par le SARS-CoV-2, donc c'est la dénomination donc, scientifique qui lui a été attribuée.
Donc il peut donner des manifestations qui sont similaires à une grippe ou à un rhume bénin, allant jusqu'à donner une pneumonie assez sévère. La différence du SARS-CoV-2 par rapport au SARS déjà connu donc, en 2002, c'est que c'est un virus qui a un niveau de contagiosité qui est assez élevé. Le nombre de personnes infectées donc, par personne donc, porteur du virus, il est beaucoup plus élevé que celui de la grippe. Donc, contrairement au virus donc, du SARS, donc, qui ne peut être transmis que si la personne est déjà symptomatique. Le SARS-CoV-2 a l'un des aspects que je dirais assez sévère donc, de l'infection par le Covid, c'est son mode de transmission, parce que la personne porteuse du virus, il peut transmettre même étant asymptomatique. Et même 2 jours avant l'apparition des symptômes, la transmission du virus peut être avérée et effective. Donc la transmission donc, se fait par des gouttelettes donc, qui peuvent provenir d'une personne infectée si elle éternue ou si c'est des gouttelettes donc, se déposer sur une surface même inerte. Et le virus peut y rester plusieurs jours, plusieurs heures, donc allant jusqu'à 9 heures si c'est sur une surface humide. Donc, si une personne donc, touche un espace contaminé et se touche le nez sans se laver les mains, donc il y a un risque de transmission du virus. Merci beaucoup pour ce premier éclaircissement, professeur Mzil. Et si je comprends bien et que si on reprend les mécanismes de transmission des maladies transmissibles et contagieuses, si je comprends bien, donc il y a les 2 mécanismes, le mécanisme direct par projection et le mécanisme indirect qui en fait fait intervenir entre autres le toucher par les mains et évidemment le contact avec les yeux, le nez et la bouche. C'est bien ça? Tout à fait. Alors il y a certains étudiants qui ont posé un certain nombre de questions concernant ce mode de transmission. Et je voudrais que le public soit éclairci sur ce sujet. Parmi les questions posées, est-ce que cette maladie est-ce que ce virus plutôt peut être transmis par la transfusion? Est-ce qu'il peut être transmis par les objets tranchants? Est-ce qu'une mère qui allait peut faire passer le virus à travers le lait maternel? Est-ce que les selles, puisque pour les règles d'hygiène habituelles, est-ce que les selles peuvent être contaminants? Donc, si vous voulez nous éclaircir sur ces 4 aspects de transmission. D'accord. Alors, par rapport à la transmission, donc, on commence d'abord par la transmission fécale. Donc, la transmission fécale, il faut savoir que déjà que le virus c'est un virus qui est émergent, qui est récent, qui a été découvert en décembre, identifié en décembre 2019. Donc, ce qui fait par rapport au recul, par rapport aux transmissions, les mécanismes de transmission, il y a beaucoup de choses qui restent encore à élucider. Pour la transmission fécale, déjà, les rapports par rapport à l'identification du virus dans les selles, ça a été déjà prouvé. D'accord? Mais la transmission fécale, elle existe, mais elle est rare. À présent, il n'y a pas beaucoup de rapports qui rapportent déjà ce mode de transmission comme un moyen de transmission qui peut causer une pandémie à large échelle. Pour la transmission transfusionnelle, donc, il y a plusieurs travaux qui ont été effectués, surtout en Chine, où il y a de grandes séries où on a pu déjà faire la recherche du virus au niveau des poches à transfuser, des poches de plaquettes, et on a pu identifier l'ARN viral dans le sang. Cependant, donc, aucune des études jusqu'à présent n'a apporté la preuve de l'existence du virus donc, et de la transmission du virus à travers des dérivés sanguins, sachant que l'ARN a été détecté donc, dans un grand pourcentage de donneurs de sang, surtout dans la province de Hubei. L'autre mode de transmission aussi auquel vous avez fait allusion, c'est la transmission maternelle. La transmission maternelle, donc il y a très peu d'études donc jusqu'à présent par rapport à cela. Donc il y a la seule étude qui évoque donc la transmission maternelle, elle part de 5 cas où on a pu détecter l'ARN viral donc au niveau du lait maternel. Mais la transmission à l'enfant, donc il n'y a pas eu de série probante qui permettent de conclure que la transmission est vraiment effective à travers le sang maternel. Alors, le lait maternel, pardon. Merci beaucoup. Par rapport aux objets tranchants et par rapport à la nourriture,
Est-ce que vous pouvez rajouter des choses à ce niveau-là? Pour les objets tranchants, c'est comme les surfaces inertes. Donc, si une personne touche un objet inerte et le touche, il se touche le nez. Donc là, l'entrée se fait par les voies respiratoires supérieures. Donc, autrement, donc, par rapport à l'alimentation, il n'y a pas de preuve comme quoi la transmission peut se faire par les produits alimentaires, ni par l'eau d'ailleurs, ni par l'eau potable. Merci beaucoup. Alors, avant d'aborder la deuxième partie de votre intervention, certaines questions ont été posées par les collègues, notamment ceux de la faculté des sciences de Rabat. L'une des questions qui ressort de façon régulière et récurrente, c'est celle-là. Combien de temps peut survivre le corona au niveau de la peau, au niveau des surfaces et au niveau des objets? Est-ce que vous pouvez nous éclaircir sur ce point? Parce que beaucoup d'écrits concernent ces aspects-là et parfois le citoyen il se perd entre l'information et la rumeur. D'accord. Donc, par rapport à la survie du virus à l'extérieur de l'organisme, il a été rapporté, plusieurs études ont rapporté que le virus peut survivre à l'extérieur de l'organisme. Donc ça va de 2 heures jusqu'à 9 heures, voire même jusqu'à 36 heures. Donc, et les études qui rapportent cela, c'est des études qui sont assez éparses et il n'y a pas de consensus par rapport à la durée exacte de la survie du virus à l'extérieur de l'organisme. Mais ce qui est sûr, c'est que le virus, il a une durée de vie à l'extérieur, donc à l'instar de beaucoup de virus, allant de 2 heures jusqu'à 9 heures. Mais les études qui rapportent plus que 15 ou 20 heures, ce sont des études qui restent toujours critiquables et font toujours débat au sein de la communauté scientifique. Eh bien, merci beaucoup, professeur Hamzil, pour les réponses concernant cette première partie qui concernait le virus et les modes de transmission. Et je sais que vous avez une très bonne expérience concernant les tests de dépistage pour l'avoir vécu avec vous pendant une période de plus de 10 ans au niveau de l'Institut national d'hygiène. Est-ce que la question qui est posée aujourd'hui, on fait le diagnostic de l'infection par le SARS-CoV-2 d'une certaine manière. C'est la politique adoptée par notre ministère de la Santé. Et avec l'évolution de la pandémie actuelle, de la pandémie virale, évidemment, on voit que le profil épidémiologique a changé et que les nouvelles contaminations actuelles, depuis plus d'une dizaine de jours, sont essentiellement des contaminations autochtones et locales, qui mettent l'eau à travers le mukhalitin. Quel est votre point de vue concernant les techniques de dépistage, de diagnostic actuelles, dont on sait qu'il n'y a que 3 centres qui font ces techniques au niveau de l'hôpital militaire, au niveau de l'Institut Pasteur à Casablanca et au niveau de l'Institut national d'hygiène à Rabat, et comment vont évoluer les idées par rapport au test diagnostic dont on parle assez souvent, celui qui dépiste les anticorps évidemment dans le sang, et surtout le test de dépistage rapide pour les antigènes. Qu'en est-il et quelles sont les projections de notre ministère de la Santé? Alors, juste pour clarifier une chose, déjà par rapport au diagnostic du SARS-CoV, à l'instar de ce qui se fait à l'échelle internationale, le diagnostic dans une phase épidémiologique, il vise à détecter les personnes qui sont virémiques. D'accord? Donc on doit détecter les personnes virémiques dans une phase où ils sont en train de transmettre le virus avec une charge virale assez élevée pour pouvoir les contenir et éviter la propagation. Donc pour cela, on doit avoir recours à des tests directs. Et les tests directs, ce sont des tests qui recherchent soit le virus, soit une entité qui appartient au virus. Dans le cas de la stratégie, c'est une stratégie mondiale qui est recommandée aussi par l'OMS, on utilise des techniques de biologie moléculaire qui détectent le patrimoine génétique du virus, c'est-à-dire l'ARN viral. Donc, et ça se fait par PCR au niveau des laboratoires spécialisés. Donc au Maroc, maintenant, il y a 3 laboratoires qui sont déjà impliqués dans le diagnostic. Donc, à partir de lundi prochain, Inch'Allah, donc, il y aura tous les CHU ont été accompagnés pour la mise en place de la technique, et ça a été donc un challenge que nous avons relevé et qui est maintenant effectif. Et à partir de lundi prochain, donc dans 2 jours, tous ces laboratoires vont pouvoir donner donc la même prestation donc par biologie moléculaire. Ça, ces techniques, on l'utilise dans la phase
la phase de détection, donc c'est dans la phase donc, de pré-pandémie ou de la pandémie. Donc voilà, donc ça c'est dans un premier temps. Et puis il y a la phase post-pandémique, donc dans laquelle on peut avoir recours à d'autres tests qui recherchent par exemple les anticorps pour voir l'effet donc du confinement ou voir le statut sérologique de la population. Donc pour cela, on a recours à des tests qui recherchent les anticorps IgG ou les IgM spécifiques du SARS-CoV-2 et qui permettent de savoir est-ce que ces gens ont fait une séroconversion vis-à-vis du SARS-CoV-2 et aussi s'ils ont été immunisés ou pas par rapport à l'infection. Donc là, stratégiquement parlant, on ne peut pas, dans cette phase, utiliser des tests qui recherchent les anticorps. Parce que les anticorps spécifiques du SARS-CoV-2 n'apparaissent que 10 jours après l'infection. Donc, et là, c'est trop tard. Donc, on doit se baser sur des techniques qui détectent soit l'ARN viral, soit l'antigène. Au niveau du ministère de la Santé, donc ça a été très bien réfléchi donc, dans le cadre d'un comité scientifique donc, qui a jugé pertinent donc, la stratégie adoptée par le Maroc donc, en la matière. En l'occurrence, l'utilisation de la PCR donc, comme technique de choix qui est le gold standard. Donc au niveau central, mais aussi maintenant de façon déconcentrée parce que la demande elle augmente et on a déjà franchi le cap de la phase 2 de l'épidémie. Donc pour accompagner cela, donc, on est en train de mettre en place donc aussi en plus de la décentralisation de la PCR, un système pour mettre à disposition la détection de l'antigène du virus, sachant que cet antigène il peut être utilisé par des techniques d'appoint qui peuvent aider donc à faire le screening, donc le criblage surtout chez les contacts des personnes, le contact des personnes ayant été à proximité de sujets Covid-19 positifs. Donc ça permet d'élargir l'assiette, donc en quelque sorte du dépistage à l'échelle nationale et dépister le maximum de personnes. L'autre type de test qui sera utilisé, ce sont les tests rapides, cette fois antigènes-anticorps, qui peuvent être utilisés pendant la phase de rémission comme examen complémentaire à la PCR, voire parce que pour une personne qui est confinée donc, et en phase de traitement, le justificatif ou la preuve de sa guérison, c'est une charge virale. Donc on fait une charge virale quand la personne est apéritique, donc 4 jours, si on est en apérixie, donc après 4 jours, et on fait une deuxième charge virale si cette charge virale est négative. Donc à cela on peut faire aussi les tests rapides d'antigènes-anticorps pour voir si cette personne est passée à la séroconversion. D'accord. Donc, et après la phase de déconfinement, donc ces tests pourront servir aussi pour voir sur le plan national, donc auprès de la population générale, est-ce qu'il y a des personnes qui ont fait le SARS-CoV-2 sans être symptomatiques, donc, et on aura la preuve comme quoi, donc, à travers la détection des anticorps, comme quoi ces personnes ont effectivement fait une séroconversion sans présenter des symptômes. Donc si je comprends bien, le test de référence, la PCR reste le test de référence qui permet le diagnostic et qui permet d'affirmer la guérison avant la sortie du malade, si je comprends bien. Les tests sérologiques qui font appel à une goutte de sang qu'on va prendre, comme ce qu'on fait pour d'autres, comme pour le VIH par exemple, le test rapide, c'est beaucoup plus pour connaître est-ce que la personne qui a été en contact avec le coronavirus a développé des anticorps, s'il les a ou s'il les a pas, et que donc la stratégie actuelle de notre ministère, c'est d'élargir les centres de dépistage à partir du lundi 13, si j'ai bien compris, au niveau des centres hospitaliers universitaires dans un premier temps. Et c'est tout à fait logique puisque la prise en charge des malades aussi est maintenant décentralisée. Et donc c'est une très bonne chose que la prise en charge des malades soit en même temps une proximité de laboratoire qui permette un petit peu de confirmer le diagnostic. Maintenant, il y a une question, parmi les questions posées au niveau de ce dépistage rapide. Est-ce que vous pensez que la situation épidémiologique telle que nous le vivons aujourd'hui, parce qu'on est en phase 2, pratiquement on est proche de la phase 3, pensez-vous que le dépistage de masse est quelque chose qui est réalisable et qui est logique à faire dans un pays comme le nôtre? Bon,
Oui, pour le dépistage de masse, déjà en cette phase, le dépistage de masse c'est quelque chose qui est même recommandable. D'accord? Donc, mais avant de penser à élargir le dépistage, il faut penser d'abord au contexte, donc le contexte épidémiologique, mais aussi au contexte du pays, donc le contexte économique et aussi les capacités à pouvoir s'approvisionner. Il faut savoir que maintenant, à l'échelle internationale, il y a une demande donc très très importante de la part de tous les pays qui sont en train de gérer donc leur pandémie locale, et il y a un afflux massif donc pour l'achat des dispositifs de prélèvement et aussi des réactifs donc qui doivent être disponibles. Le dépistage de masse doit se faire avec des techniques assez robustes. Et ces techniques robustes, donc leur disponibilité sur le marché, elle pose énormément de problèmes, pas uniquement au Maroc, mais à l'échelle internationale. Donc le Maroc est en train de faire des tentatives pour acquérir donc, ces tests antigéniques, donc qui vont aider donc, à élargir la prestation donc, à l'échelle nationale. Il y a aussi un autre aspect donc, que je voudrais aussi souligner, c'est la décentralisation qui va se faire même aussi au niveau des laboratoires régionaux. Donc les laboratoires régionaux et certains laboratoires provinciaux, en utilisant des techniques simples de PCR donc sur des point of care, c'est-à-dire des techniques de biologie moléculaire qui sont rapides et qui peuvent donner un résultat assez rapidement, donc avec une très grande performance intrinsèque. Donc c'est une expérience que le Maroc avait déjà utilisée pour le VIH, donc en utilisant des systèmes qu'on a mis à disposition au niveau des laboratoires régionaux et provinciaux, et sur lesquels donc, on est en train de tabler donc, pour mutualiser les ressources existant à l'échelle nationale au service du dépistage du Covid-19 à l'échelle nationale. Très bien. Alors, on ne peut pas terminer cette première partie concernant la virologie sans vous poser une question qui revient très souvent, qui est une question de polémique. Vous êtes scientifique, vous êtes dans un laboratoire de virologie, l'un des plus avancés à l'échelon du pays. Et beaucoup de choses sont écrites dans les journaux, parfois dans les journaux électroniques. Et on revient sur la théorie du complot pour dire que ce virus peut-être a été créé dans un laboratoire ou manipulé ou quelque chose comme ça. En tant que scientifique, enseignant dans notre faculté, pouvez-vous nous dire un petit peu votre point de vue à ce niveau-là? Alors, là, c'est une question qui m'a beaucoup interpellé moi personnellement. Donc, et j'ai fait beaucoup de lectures là-dessus. Donc, et là, les premiers travaux, donc c'est des travaux d'une équipe indienne qui avait sorti un travail donc, basé sur des modélisations de phylogénie, de biologie moléculaire, donc, pour pouvoir rapporter donc, comme quoi c'est un virus qui était manipulé au niveau du laboratoire. Là, je peux vous dire que en lisant les critiques et même les rapports donc, qui s'en ont suivi, donc là, déjà les rapports complotistes n'avaient pas de fondement vraiment défendable sur le plan scientifique. Donc, et je reste à dire que ce virus-là, jusqu'à présent, pour moi, c'est un virus émergent, donc, comme le MERS-CoV, comme le SARS-CoV-1, et la théorie du complot, donc elle n'a pas de fondement scientifique vraiment avéré. Donc on peut dire aujourd'hui que le Covid-19, la Covid-19 ou le coronavirus SARS-CoV-2 fait partie de quelque chose que connaît l'humanité depuis quelques années, qui sont les maladies émergentes. Et comme on a connu d'autres maladies émergentes, ben celui-là a trouvé peut-être le terrain favorable où intervient l'environnement, l'homme et l'agent pathogène, qui fait qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle maladie émergente comme les autres. Espérons qu'on va pouvoir la surpasser dans les prochains jours. En tout cas, professeur Omzili Hicham, je sais que vous devez aller très rapidement maintenant, même le samedi, à l'Institut national d'hygiène, pour continuer à donner les résultats. Nous sommes fiers de la politique adoptée par notre ministère de la Santé et surtout de la communication qui s'installe actuellement. Nous vous souhaitons bon courage et nous espérons vous revoir très bientôt pour nous éclaircir sur d'autres aspects, peut-être faire le bilan après, une fois que cette pandémie aura rétrocessé. Merci professeur Omzili. Merci beaucoup.